Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, c'est le 9 juillet 2017 et pour moi, c'est un événement très spécial puisque c'est le 150e anniversaire de la fondation de Queen's Park Football Club, le club dont je porte fièrement le maillot et le blason. Ludere cosa ludendi, c'est une devise latine signifiant jouer pour le plaisir du jeu et c'est cette devise qui anime Queen's Park depuis 150 ans. Alors pourquoi ce club écossais, donc de Glasgow, a eu autant d'importance dans le développement du football mondial ? Je vois tout de suite certains me dire oui, tu fais l'hipster, tu surestimes ton amour pour l'Écosse, etc. Mais non. Queen's Park, pour citer un historien du football écossais donc, c'est l'équivalent de Manchester United, le Real Madrid et la Juventus à la fin du 19e siècle. Ces trois entités réunies en une seule. Imaginez l'importance que ça avait. Maintenant, pour comprendre ça, retour sur ce qu'est le football au milieu du 19e siècle. Au milieu du 19e siècle, le football commence à se codifier. Et on a rapidement deux courants qui s'opposent. Le premier, la Football Association, telle que nous l'entendons aujourd'hui. Et le deuxième, le football rugby. On va dire, donc ça s'oppose, et un des débats majeurs entre les partisans de chaque discipline est justement le coup de savate. C'est-à-dire que le coup de savate sur le tibia est considéré comme normal et logique dans le football rugby, tandis que les gens de la Football Association voient l'inverse. Il y avait une citation assez célèbre, j'ai oublié la personne qui le disait, je crois que c'était le capitaine d'un club de football rugby, en disant que si justement on interdit le coup de savate, et je crois qu'il y avait un autre coup assez violent, il disait qu'en gros maintenant une bande de Français va venir à Londres, va venir s'entraîner une semaine et va venir nous botter le cul. Donc évidemment que le football à l'époque était très viril, même pire que ça, et viril dans un sens même dangereux, puisque beaucoup de morts ont été recensés au 19e siècle en jouant sur un terrain. Des blessures aussi très très graves. Il y a également quelque chose qui m'a... Il y a une voiturette de golf, vous m'excusez. Voilà. En Argentine, par exemple, à la fin du 19e siècle, il y avait donc des journaux pour la communauté anglophone qui sévissaient là-bas, et il y avait un avertissement pour les familles disant « Non mais n'emmenez pas votre enfant au foot !» parce que potentiellement ça peut être dangereux. Et cette idéologie-là, d'un côté qui s'oppose avec le danger du sport, tous ceux qui la pratiquaient, qui étaient donc des gens de bonne famille, des gentlemen comme on disait, qui a à voir d'ailleurs avec l'idée du club privé anglais qu'on peut toujours retrouver ici et là d'ailleurs à Londres ou ailleurs, ces sociétés où des gens de bonne famille, de bonne fortune, qui avaient des emplois dans le secteur du négoce, qui étaient avocats, qui étaient dans l'armée, qui étaient ingénieurs par exemple, se réunissaient. Et bien les clubs de football de l'époque, il y en avait bien sûr qui étaient dans des formations scolaires, universitaires, mais il y avait les autres. Et parmi les autres, il y a ce club de Queen's Park. Et ce club de Queen's Park, qui est créé en 1867, il est fondé par des mecs des Highlands, donc du nord de l'Écosse, de bonne famille, on va dire de bonne éducation, qui cherchaient du travail, et donc qui étaient descendus à Glasgow. Glasgow, à l'époque, est la deuxième ville la plus importante de l'Empire britannique, notamment de par son port. Donc, évidemment, la première, c'est Londres. Mais il n'y a pas que son port à Glasgow qui choquait. Il y avait déjà un côté un peu multiculturel, sachant que pour l'époque, c'est pas multiculturalité de maintenant. J'en perds mes mots, vous voyez. Néanmoins, Glasgow, donc ces gens immigrent dans le sud de Glasgow, comme beaucoup, notamment en Irlande à cause des famines. Alors, évidemment, les Irlandais qui venaient à Glasgow étaient traités... Un jour, on aura peut-être le temps d'en revenir parce que c'est un rapport avec la création du Celtic, qui lui-même s'inspire de la communauté irlandaise d'Édimbourg, de Hibernian, qui veut dire Hibernia en latin, qui veut dire Irlande, tellement de choses. Mais Queen's Park, on revient à eux. Ils créent ce club, donc le premier en Écosse, et vont s'appuyer sur les lois de la Football Association. Ce qui déjà à l'époque est rare, puisqu'en Écosse, c'était plus le football rugby qui était implanté. Et rapidement, ce club de Queen's Park va organiser les choses. C'est-à-dire qu'il y a, notamment par le biais de ce livre, signé de Andy Mitchell, qui est un historien qui travaille un peu pour l'UEFA, qui est une personne absolument excellente, il explique la naissance du football international. La naissance du football international, c'est Queen's Park. Queen's Park est membre fondateur de la première Coupe d'Écosse, mais également de la première Coupe d'Angleterre. Ils ont fait des finales en 85 et 86 perdues contre Blackburn. Ils ont fait une demi-finale à l'époque, et donc ils font 0-0, il y a un replay, mais ils n'ont pas l'argent pour y aller. Imaginez le transport Glasgow-Londres, c'est 11 heures, sachant que les sièges à l'époque, c'est vraiment très très dur. Il n'y a pas de toilette, il n'y a rien, et surtout ça coûte de l'argent, et tous ces gens travaillaient, puisqu'ils prenaient un amateurisme pur, un amateurisme qu'on retrouve d'ailleurs toujours aujourd'hui chez Queen's Park, qui n'a jamais payé un joueur. On leur donne tout simplement un pound par semaine, afin d'être au point, niveau légal, vis-à-vis des règles de la fédération écossaise, qui a quand même accordé à Queen's Park un statut particulier. Et pourquoi ? Puisque en 72, le 30 novembre exactement, il y a le premier match international de l'histoire, Écosse-Angleterre. Qui organise ce match ? Queen's Park. Et donc c'est Glasgow qui accueille, c'est un terrain de cricket d'ailleurs à l'époque, dans l'ouest de la ville, qui organise ce match. Et donc dans ce livre, vous pouvez retrouver comment ce match est fait.
Et alors je vais vous montrer quelques photos de l'époque, puisque malheureusement il y avait un photographe qui était désigné pour ce match. Ça c'est le gardien capitaine écossais et donc de Queen's Park Gardiner. Et donc en fait le photographe finalement s'est barré parce que les joueurs de Queen's Park ne voulaient pas lui acheter toutes ces photos, sachant que ce sont les joueurs de Queen's Park qui ont tout payé, notamment le buffet d'après-match. Les dîners d'après-match, on va dire dans le football du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, c'est très en vogue. C'est-à-dire que même dans les comptes rendus de presse sur les matchs, après ils vont mettre la liste du menu. On voit notamment ça dans les premiers matchs en Espagne. Bref, je divague un peu. Voilà d'autres photos par exemple que je peux vous montrer. Enfin dessins, excusez-moi. Parce qu'il y avait un dessinateur qui avait immortalisé cet instant. Donc le club de Queen's Park invite leurs confrères anglais. Et en fait ce match qui marque, on va dire, peut-être un des plus importants de l'histoire du foot aujourd'hui, il a été joué avec 11 joueurs de Queen's Park, niveau écossais. Alors pourquoi ? Ils avaient fait des tests de détection, il y en avait d'autres qui n'étaient pas de Queen's Park, mais tout simplement vu que c'était eux qui organisaient tout, et que ce club avait quand même l'idée d'être de l'élite, finalement ils ont sélectionné uniquement leurs propres joueurs. Même les remplaçants étaient de Queen's Park, pour vous dire. Et donc il y a un 0-0, et ces matchs-là faisaient suite en fait à 5 matchs officieux Angleterre-Écosse qui avaient été joués à Londres. Ces matchs-là ne sont pas comptés dans, on va dire aujourd'hui, si vous cherchez le premier match du foot international, c'est celui de 72, pas ceux d'avant. Et en fait, ceux d'avant, ils étaient joués avec la communauté écossaise basée à Londres et les Anglais donc de Londres aussi. Et en fait, il y avait déjà des membres qui après ont joué à Queen's Park. Et bon, pour la petite anecdote, vous pouviez être écossais si vous aimiez le whisky ou si vous aviez un château en Écosse, quoi. C'est pas une connerie parce que la communauté écossaise, des fois, n'était pas assez importante pour jouer au foot. Et donc, dans ce premier match, et dans tous ceux qui ont suivi, ce sont les joueurs de Queen's Park qui composaient l'épine dorsale de l'Écosse. Et selon les coupures de presse de l'époque, les Anglais étaient beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds. Et donc, vu qu'à l'époque, l'Anglais voyait le jeu comme un kick and run, c'est-à-dire je pousse la balle et je cours derrière, il parle de l'art du dribble, il ne faisait aucune passe. Pourquoi il faisait aucune passe ? Puisque ceux qui jouent au foot en Angleterre étaient, comme je vous disais, des fils de bonne famille, qui étaient destinés à de hautes responsabilités dans l'Empire britannique, général d'armée, dans le négoce et autres. Donc faire une passe était vu pour eux comme un acte couard. Je rappelle que pour eux c'est la virilité, donc encore une bagnole, qui l'empochait surtout. Donc les Écossais voyant ça, qu'est-ce qu'ils font ? Les Écossais ils réfléchissent, parce qu'en plus les mecs qui composaient le club de Queen's Park avaient des professions un peu variées. On retrouve même Weir, qui était le prince du dribble et peut-être une des premières stars du football mondial, qui lui à la base c'était un charpentier même, mais ensuite qui a gravé les échelons, etc. Bref. Tout ça pour dire que Queen's Park invente le passing game. C'est le premier club au monde à avoir dit « Le football est un sport collectif, messieurs !» Parce que les Anglais, il y a une citation très célèbre d'un mec, on lui reprochait justement de jamais donner la balle, et il disait « Excusez-moi, sir, je joue uniquement pour mon propre plaisir !» Les joueurs de Queen's Park, non. Parce qu'ils savaient que dans le combat physique, ils allaient se faire défoncer. Ils ont réfléchi comme des ingénieurs. Les ingénieurs, c'est à Glasgow que l'Empire britannique en raffolait. Autant le Lancashire et la région de Manchester a pu exporter notamment des experts de textile en manière de coton. Glasgow, qu'est-ce qu'ils ont exporté ? Ils ont exporté de la matière grise. Ils ont Ils ont exporté des ingénieurs. Et cette forme-là de pensée, on l'a retrouvée dans le jeu de Queen's Park, dont le surnom, les Spiders, est autant dû aux couleurs et ce maillot rayé qu'à la manière de jouer, de dresser une toile d'araignée autour des Anglais. Ce qui fait que dans toute la fin du 19e siècle, Queen's Park est considéré comme les Scotch Professors, les gens qui ont appris le football aux Anglais. Quand le professionnalisme arrive en Angleterre, qu'est-ce qui se passe ? On va chercher uniquement des Écossais. D'ailleurs, le premier champion, les Invincibles de Preston, quelle est la nationalité de l'équipe ? Quasiment, des joueurs ? Écossaise. L'Écosse était la maîtresse du football. En 1898, par exemple, c'est Copenhague qui invite le club de Queen's Park à venir populariser le football en Danemark, mais surtout à leur apprendre comment on joue. Pareil, Queen's Park a fait une tournée en Irlande qui avait un impact considérable. Et quand ils venaient en Angleterre, ça j'en parlais donc avec des historiens, le conservateur du Scottish Football Museum, c'était les émeutes. C'était comme si Pelé venait. C'était les Brésiliens de l'époque. Il y avait une rivalité folle, mais en même temps, on était admiratif de Queen's Park, qui a fait beaucoup de tours jusque dans les années 1915, 1920, 1930, à travers l'Europe, pour apprendre à jouer. Quand bien même le professionnalisme est venu, que Queen's Park a naturellement baissé, puisque ses joueurs ne pouvaient plus, ses meilleurs joueurs, ils ne pouvaient plus vraiment les garder, le club a toujours gardé cette aura. La barre transversale, les coups francs, le mercato, c'est Queen's Park. C'est Queen's Park. Ce club a eu un impact incroyable et toutes les personnes qui étudient le sujet vous le diront. Alors après, il y a des anecdotes terribles. Je vais vous parler de Weir, qui était donc le prince du dribble. Ce mec-là, donc, un jour, et c'était un mec qui buvait beaucoup, hein. Et donc un jour, il y a un feu qui se déclenche dans Glasgow. Et cette personne a vu, donc en gros, il y a un étage, il y avait quelqu'un qui allait mourir forcément. Et bah Weir s'est accroché au mur, a grimpé,
a jeté quelque chose permettant de sauver justement les personnes qui étaient dans cet appartement en train de brûler. Ware a terminé sa vie en Australie où il est mort, je crois, de typhus. J'ai un petit doute. Il s'est marié donc avec une femme qui a eu 5 maris différents, pas mal. Et c'est drôle parce qu'en fait, la police l'a ensuite arrêté, lui mis une amende, parce qu'ils ont tellement célébré le mariage niveau alcool et de manière inappropriée qu'ils ont pris une amende. Il y a une autre personne, Robert Smith, qui ensuite est parti dans le Wisconsin, qui a été, on va dire, un des pionniers dans la manière, dans le domaine médiatique justement, parce qu'il a écrit un journal, etc. Il était dans le négoce de tabac, de mine. Les mecs de Queen's Park ont eu un destin incroyable. Il y a plein de joueurs comme ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Et si, ils ont eu ce destin-là. Aujourd'hui, le club de Queen's Park, qu'est-ce que c'est? C'est Hampden Park, le stade de l'équipe nationale. Ils jouent devant 500 personnes à peu près de fans dans le stade de l'équipe nationale qui en fait 54 000. Queen's Park, à la fin du 19e siècle, ils construisent Hampden Park, donc qui est leur 3e stade, parce que bon, il y avait... Bon, ils appelaient toujours ça Hampden Park, bref, on s'en fout. Et c'était le plus grand stade du monde, devant le Maracana, dans peut-être le plus grand club de l'histoire de l'époque. Ça, c'est Queen's Park. 10 Scottish Cup, ils faisaient la nique aux Rangers et aux Celtic avant tout. Quel club. Aujourd'hui, ils sont en 3e division nationale, sachant qu'en Écosse, il y a 4 divisions nationales. Moi, quand j'ai vécu en Écosse, j'ai fait souvent des matchs de Queen's Park. Tu peux retrouver des fans qui sont poètes, c'est un peu baroque comme club. Et ils ont toujours ce contingent de fans qui reste, qui posent des bannières à travers l'Écosse. Les joueurs ne sont toujours pas payés. Ils forment toujours aussi bien, avec cette école de jeu, toujours très technique. Andy Robertson, qui je pense aujourd'hui est connu en Première Ligue, il vient de Queen's Park par exemple. Et je vais vous citer un fan donc, que j'avais connu là-bas, qui s'appelle Paul Mulaney, qui a étudié d'ailleurs à Marseille, ou je crois en Aix-en-Provence, le français. Et donc je l'ai interrogé justement sur pourquoi il supporte Queen's Park, et je vais vous lire ça, et ça va terminer cette vidéo. Donc, on est à un après-midi d'été 2000. En rentrant, mon père voit une affiche dans la vitrine d'un marchand de journaux pour un match de foot à Hampden, à une vingtaine de minutes de chez nous. Queen's Park contre Stranraer, premier tour de la Coupe de la Ligue écossaise. Bref. Ensuite, il va expliquer ce match. Je me rappelle certaines choses de ce premier match en août 2000, mais pas trop de détails. Je me souviens par exemple que Mark Gallagher, à l'époque gardien de stade à Kilmarnock, en même temps que buteur pour Queen's Park, est un de mes premiers héros dans ce maillot noir et blanc. Ensuite, parce que je ne vais pas tout vous citer, c'est énorme. Depuis, nous avons tout vécu avec Queens. Les hauts et les bas, les promotions et les relégations, les victoires à la dernière minute et les nuls, ou pire, les défaites concédées à la dernière minute. Il y a eu la relégation de Détroit à la fin de notre première saison, quand Martin et Joe, donc ses deux frères, son frère et un ami à son frère, ont fait le déplacement jusqu'à Dumfries pour le match décisif contre Queen of the South, mais ma mère ne m'a pas permis d'y aller. Il y a eu la 10e et dernière place de D4 pour la première fois dans l'histoire du club en 2001-2002. Il y a eu le match infâme à Elgin en 2004 où l'entraîneur Kenny Branigan a donné un coup de poing à un supporter. Il y a eu l'incroyable saison en 2016-2007 sous le règne de God, Billy Stark, où l'équipe a battu Aberdeen en Coupe de la Ligue. Nanana. Ensuite, on va baisser un petit peu et on va voir sa conclusion. Pourtant, être supporter, il y a beaucoup plus que ça. Et il y a beaucoup plus que ça quand tu es supporter d'un club comme Queen's Park. Il n'y a aucun autre club comme Queen's Park. Quand on est fan d'un plus grand club, on est éloigné de l'effectif et des joueurs. Mais avec un club comme Queen's Park, les liens sont beaucoup plus forts. Il y a un aspect familial qui n'existe pas avec les clubs pro. Les fans s'investissent dans le quotidien du club et sans eux, il n'y aura rien. Pas de bus pour les déplacements, pas de soirée pour les supporters, pas d'ambiance au stade, rien. Comme disait l'entraîneur légendaire du Celtic, Jock Stein, le foot n'est rien sans ses supporters. Le président des clubs, à tous les échelons du foot, de Première Ligue comme en D4 écossaise, devrait bien rappeler ces mots. Ça fait plus de 14 ans que je supporte Queen's Park. Et il est drôle parfois de considérer l'impact qu'a eu le club sur ma vie, mais également l'inverse. L'impact que nous, les supporters, avons eu sur le club pendant ce temps-là. Je songe souvent à ce premier match, à ce soir d'été, il y a si longtemps maintenant. Si nous n'avions pas vu cette affiche dans la vitrine du marchand de journaux, ma vie, mais aussi la traversée de tout un club de foot, aurait pu être complètement différente. Paul Mulaney, supporter de Queen's Park. Donc un jour, si vous allez à Glasgow, n'hésitez pas, ils jouent à Hampden. N'hésitez pas à faire aussi les déplacements. Il y a toujours 20-30 personnes qui vont à travers toute l'Écosse supporter Queen's Park, dont l'ancien meneur de jeu, qui est parti récemment, Paul Woods, était un fan de Led Zeppelin, c'était un peu le Messi local. Et surtout, l'ancien capitaine, Tony Quinn, n'a fait qu'un seul club. C'est un plombier qui s'est fracturé 2 fois la jambe, qui est mal dégrossi, qui a joué attaquant, défenseur, milieu de terrain. Il a fait quasiment tous les postes. C'est Quino qui descendait les bières après avec les fans. Je me rappelle, j'étais en finale des barrages retour pour monter en D3 à Stenhousemuir. Queen's Park allait là-bas, s'est incliné en toute fin de match, sur le match aller-retour. Les fans ont resté, ils étaient 500, ils ont ovationné leur club. Alors je vais pas faire mon vieux con, je vais pas dire que le foot c'était mieux avant, je vais pas dire que le foot d'en bas c'est mieux. Je veux juste dire une chose, c'est que quand tu vas à Queen's Park, réellement tu as conscience que le foot, comme je disais, c'est bien plus qu'un se mec derrière un ballon, c'est aussi toute une histoire. Et sans Queen's Park aujourd'hui, et pas peut-être que le jeu de passe comme on le connaît, tout simplement il serait pas là, parce que le foot à la base c'est quelque chose d'individuel. Mais Queen's Park lui a donné sa valeur collective. Bonne journée à tous.